Bonjour, je suis Pierre Cerne, je suis un écologiste depuis la fin des années 90, on compte plus. J'habite à Montreuil et je suis francilien depuis toujours, puisque je suis né à Bagnolet. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup bougé en fait, puisque j'ai dû faire quelques centaines de mètres entre là où j'habite maintenant et là où je suis né. Euh, dans les questions de transport, déplacement, mobilité depuis pas mal de temps, puisque j'ai été directeur de cabinet adjoint de l'adjoint au maire de Paris en charge de tout ce qui était voirie, déplacement, transport dans la première mandature de Lanoé. Donc c'était l'époque un peu on va dire, héroïque de tramway, Vélib, couloir de bus, tout ça, tout ça. Les axes, je ne sais plus comment on les appelait, les boulevards libérés, là, enfin, je ne sais plus comment on disait. Et qu'ensuite, étant devenu conseiller régional d'Île-de-France en 2010, j'ai Civilisé. axe civilisé, merci, effectivement, merci Elder. Euh, donc quand je suis devenu conseiller régional, je me suis un peu mis sur les questions de déplacement, de transport et de mobilité en devenant administrateur du ce qui s'appelait le STIF à l'époque, qu'on appelle maintenant Île-de-France Mobilité. Est-ce que je suis resté d'ailleurs depuis j'ai été pendant 4 ans et demi vice-président au transport de la région et de ce fait premier vice-président du STIF. Et donc ça a été une autre époque un peu héroïque avec la victoire sur le pass Navigo à tarif unique, sur la dédiésélisation de l'ensemble des bus franciliens et quelques trucs dans le genre. Et puis, c'est aussi à cette époque que je suis devenu président du Club des villes et territoires cyclables, qui est donc une association nationale qui regroupe plusieurs centaines de collectivités qui promeuvent les politiques en faveur du vélo. Et donc, je suis toujours président de ce Club des villes et territoires cyclables. Voilà, en gros. Et actuellement, tu es administrateur de Île-de-France Mobilité Et et oui, donc conseiller toujours régional. conseiller régional d'Île-de-France, alors dans la minorité, enfin dans l'opposition maintenant à Valérie Pécresse, hein, depuis maintenant 5 ans. Ouais, ça, ça, on les a vus, on les voit passer ces années-là. Donc administrateur d'Île-de-France Mobilité dans l'opposition aussi. Et puis je suis conseiller municipal à Montreuil. Voilà. Super. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va mal en Île-de-France? Quels sont vraiment les points noirs? On va peut-être commencer dans. Attends, je change de Parce qu'il question. va bien, Moi, je commençais par ce qui va bien, c'est ouais, toujours sympa, et voilà. Donc, qu'est-ce qui va ça bien ira plus vite, hélas, Ouais, ça que ce ira qui plus va vite. mal. Qu'est-ce qui va bien en Île-de-France? Bah, en Ile-de-France, on a un certain nombre d'atouts en matière de. Je reste sur déplacement, mobilité, transport. C'est notre sujet. On a ce qu'on oublie parfois, hein, parce qu'on voit ce qui ne va pas, mais on a l'un des allez, 4 ou 5 meilleurs réseaux de transport en commun du monde. Par sa taille, sa densité, sa fréquence, etc. Alors, c'est vrai qu'on râle beaucoup sur des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements graves du réseau de transport, mais comparé à ce qu'il peut y avoir dans la plupart des autres grandes métropoles mondiales, c'est mieux. Il y a guère qu'au Japon que ça fonctionne mieux. Et ça surprend souvent les gens, mais des tas de délégations étrangères viennent voir la façon dont sont gérés les transports en commun en Ile-de-France et à quoi ressemble notre réseau. Et du coup, on a une part modale en fait des transports en commun qui est très importante en Ile-de-France, plus de 20% maintenant, ce Dans qui est toute l'Île-de-France, hein, sur toute pas. l'Île-de-France. Voilà, Paris, Petite Couronne, Grande Couronne, sur l'ensemble de l'Île-de-France, ça représente plus de 20% des déplacements quotidiens, ce qui existe dans peu d'endroits. On a en Ile-de-France aussi l'avantage d'avoir. Alors, on avait l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le versement transport, le versement mobilité, avec un très gros rendement. C'est-à-dire que plus de, en gros, plus de la moitié du coût des transports est payé en Ile-de-France par les employeurs. Ce qui permet justement d'avoir ce réseau aussi conséquent, aussi
énorme. Je rappelle juste que le budget juste l'exploitation du réseau de transport en commun, tout compris, hein, donc métro, train de banlieue, bus, tramway, c'est en gros 10 milliards d'euros de budget par an qui sont gérés par Île-de-France Mobilité. Donc c'est juste colossal. Et pratiquement la moitié de ça est payé par les employeurs. Ce qui évidemment est là aussi une particularité française. L'Île-de-France concentre la moitié de l'ensemble du versement transport qui est payé en France. Donc ça montre aussi l'ampleur du réseau francilien. Donc ça, évidemment, c'est des atouts très forts, même si on a un vrai problème, on y viendra, de financement, puisque le rendement est en train d'être beaucoup moins bon du versement transport et du versement mobilité, on dit aujourd'hui. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a, je vais le dire, en Île-de-France, une présence d'élus écolos dans les mairies, dans les conseils départementaux et au conseil régional depuis maintenant un bon moment. On va dire depuis les années 90 et vraiment de façon forte depuis le début des années 2000, avec la vague d'élus municipaux qu'il y a eu en 2001, et puis avec les élus régionaux qu'il y a eu en 98, 2004, 2010 et même encore maintenant. Ce qui fait que les politiques écolos, elles ont commencé, alors pas de manière générale, pas de manière systématique partout, mais elles ont commencé depuis maintenant un moment et on commence à avoir des résultats sur la baisse de certains polluants, même si on y viendra, la question de la pollution de l'air reste un enjeu majeur et un vrai sujet de problématique en Ile-de-France, mais sur un certain nombre de polluants, il y a clairement eu une baisse. Voilà. Sur la part modale de la voiture, c'est franchement, c'est la seule grande région métropolitaine du monde où la part modale de la voiture diminue désormais. Ce qui est quand même, voilà, alors pas assez vite, pas assez fort, mais ça diminue. Et une part modale du vélo qui augmente. Pas suffisamment vite, pas suffisamment, mais on est en train, probablement en Ile-de-France, de dépasser les 5% de part modale pour le vélo, pour les déplacements quotidiens. Hein. On parle là vraiment, il y a un peu plus de 40 millions de déplacements chaque jour en Ile-de-France. C'est colossal pour 12 millions d'habitants. Là-dessus, 5% de part modale, on est entre 3 et 5. Alors ça dépend de ce qu'on compte, comment on compte, etc. Mais ça commence à devenir significatif et la dynamique est très forte. Ça, c'est des points où franchement, les choses avancent. Et les choses ont avancé ces dernières années. Et très sincèrement, hein, ça franchement, on peut le documenter, on peut le montrer. À chaque fois que ces avancées se sont faites, c'est concomitant, ou en tout cas, il y a une corrélation avec l'ampleur en fait, des politiques écolos menées à partir du moment où les écolos entraient dans les faisaient des bons scores aux élections et entraient dans les exécutifs, à la région, à la ville de Paris, dans un certain nombre de grandes villes, à Montreuil pendant 2008, pendant la mandature de Dominique Voynet. Voilà. Et ça, à chaque fois, on a cranté un certain nombre d'avancées. Et ces avancées, en général, elles restent. Voilà. Elles ne sont pas irréversibles. Elles sont pas réversibles. Elles sont toujours réversibles, mais il se trouve que, a priori, pour l'essentiel, on les a crantées et il n'y a pas eu de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont là, on se rend compte que les gens trouvent ça très bien et que même la droite, quand elle reprend les manettes, ne revient pas en arrière. On avait très peur, par exemple, sur les bus, qu'il y ait un retour en arrière sur la question du diesel. Pécresse a hésité pendant plusieurs mois. Elle était plutôt pour revenir à des motorisations diesel. Et elle a vu que ça passait pas auprès de l'opinion publique, que ça passait pas dans les médias. Et donc elle a fait machine arrière. Alors du coup, après, évidemment, hein, quand elle change d'avis, évidemment, c'est comme si c'était elle qui avait inventé les motorisations de non-diesel. Il y a des moments où on se demande si elle n'a pas inventé le moteur électrique à elle toute seule, Madame Pécresse, puisque à l'entendre, tout a commencé avec elle, la révolution des transports, dont chacun peut voir à quel point elle est révolutionnaire. Pareil, sur le vélo, il y a des aménagements qui ont été faits dans la douleur, dans le conflit, et sur lesquels pour rien au monde, les gens ne voudraient revenir en arrière. Moi, j'ai un souvenir, une première bataille locale. À l'époque, j'étais à Vincennes. J'étais élu d'opposition à Vincennes. J'étais d'ailleurs même pas encore élu. On était militants. On venait de créer un groupe local des Verts à Vincennes. Et en 99, quand il y a eu la tempête, fin 99,
le bois de Vincennes s'est retrouvé dans un état catastrophique. Et du coup, il y avait des routes où il y avait des arbres qui étaient tombés, etc. Et on en a profité pour demander et obtenir le fait que ces routes soient fermées à la circulation, elles l'étaient au début, mais ne soient pas rouvertes à la circulation. Au départ, on s'est fait agonir d'injures. Agonir d'injures. On était des salopards. Mais vraiment, on s'est fait insulter. Au bout de quelques années, alors ça a été un sujet de conflit ensuite entre la droite et la mairie de Paris. À l'époque, il y avait Baupin sur transport voilà, et Contasso sur espace vert, etc. Et donc sur la question du bois de Vincennes, il y avait un conflit majeur avec la mairie de Vincennes notamment, qui était de droite, qui est de droite. Et il y avait un combat pour rouvrir ces voies. Au bout de quelques années, plus personne n'a demandé la réouverture. Et aujourd'hui, si on disait aux gens qu'on va rouvrir, enfin je veux dire, personne à Vincennes, mais à commencer par la maire de Vincennes, ne demande pas la réouverture de ça. Donc en fait, quand on fait ces politiques et qu'on montre en fait qu'elles marchent, qu'elles produisent des résultats et qu'elles ne rendent pas la vie impossible aux gens, voire l'inverse, hein, ça a été une de nos grandes forces, c'est d'avoir aussi réussi à montrer au fur et à mesure que tout ce qui était raconté sur le fait par exemple que piétonniser ou réduire la place de la voiture sur les voiries communales ne cassait pas le commerce. On a eu un peu chaud aussi quand même sur les voitures berges avec Pécresse. À chaque fois, il y a eu, quand on a fait le tramway à Paris, il y a eu des combats. Enfin, moi, je me souviens de maires de droite qui aujourd'hui demandent des tramways partout, mais comme Philippe Goujon, qui menaçait d'aller se coucher pour empêcher les travaux. Pareil sur les couloirs de bus. Pécresse a fait des voies sur berge une bagarre idéologique. Enfin, vraiment. Alors après, elle était un peu non, mais je veux pas défaire, mais en même temps, je suis contre. Et puis, on n'a pas écouté la banlieue. Mais en réalité, c'était ses proches qui menaient en fait les recours au tribunal administratif contre les voies sur berge. Mais à chaque fois, on a montré en fait que, les gens étaient pour, il y avait plus de monde qui passait, finalement, sur ces voies à pied, en vélo, par exemple pour les couloirs de bus ou sur les maréchaux, et dans les transports en commun. Et quelque part, ça a montré aussi que on avait une meilleure qualité de vie et une plus grande efficacité en termes de transport et en termes économiques, puisqu'on a montré que la commercialité de ces quartiers piétonnisés ou de ces rues où on apaisait la circulation, voire où on la supprimait, connaissait des booms de commercialité. Et ce qui est bien, c'est que ces chiffres n'étaient pas fournis par un bureau d'études écolo, mais généralement par la Chambre de commerce et d'industrie ou par des institutions qui ont pignon sur rue et qui ne sont pas connues pour être des repères de l'ultra-gauche. Voilà. Ça, c'est aussi un point qui est favorable parce que ça a permis ça. Alors, ce qui va mal, les points noirs. évidemment, c'est... moi, j'ai envie de commencer par le fait qu'il y a une énorme inégalité, en fait, en Île-de-France, entre ceux qui bénéficient, les habitants qui bénéficient, en gros, du réseau extrêmement dense dont j'ai parlé. On va dire, pour aller vite, c'est la zone RATP. C'est-à-dire partout jusqu'où va le métro, qui correspond aussi à une zone où la densité de bus est très forte. Dès qu'on commence à s'éloigner de ça et où on commence à dépendre pour les transports en commun de bus beaucoup moins maillés, beaucoup moins fréquents, et de RER et de trains de banlieue dont évidemment le maillage, plus on sait moins il est fort, plus les fréquences sont basses et plus la régularité est mauvaise. Donc évidemment, il y a un peu deux Îles-de-France. Voilà. Alors, une des réussites des écolos, c'est d'avoir progressivement élargi la zone entre guillemets favorable, puisque on a mis des tramways enfin il y a maintenant 10 lignes de tramway, et ça c'est vraiment construit par et sous les écolos, vraiment. Des prolongements de lignes de métro un peu partout, et des renforts d'offres bus. Donc cette zone, elle s'est progressivement élargie. On a aussi beaucoup bossé pour travailler au rattrapage, en fait, qui est nécessaire pour la Grande Couronne.
On est encore très loin de ça. Enfin, je veux dire, il y a des zones entières de la Grande Couronne où c'est même pire que il n'y a pas de transport en commun, donc on est obligé de prendre la voiture. C'est que pour 20 à 25%, on a fait des études dans les franges les plus rurales ou les plus éloignées de la Grande Couronne, dans le 78, dans le 77 notamment, ou dans le nord du 95, on a des zones où il y a entre 20 à 25% de la population qui n'a aucun accès à la mobilité. C'est-à-dire qui n'a pas de voiture, parce qu'elle est trop pauvre ou pas le permis, pas de transport en commun à proximité, et qui, pour certains, dépendent entièrement du coup de main de la maman, du frère, du voisin, ou du stop, voilà, de l'autostop. Et ça, c'est une réalité qui est relativement peu connue, mais qui touche beaucoup de franciliens. Même quand il y a des transports en commun, ils n'ont pas la qualité et la capacité et la fréquence de la zone dense. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est d'ailleurs une des priorités de ce qu'on doit porter pour les futures élections, qui est vraiment cette idée qu'on a un devoir, enfin une obligation par rapport à ces populations d'une Île-de-France qui est hors métropole, on va dire, ou hors zone RATP, et pour laquelle vraiment il y a énormément de boulot. Et le plan bus de Madame Pécresse, alors ça donne quoi? C'est un des sujets sur lesquels elle s'est fait élire, de vraiment le plan bus pour la Grande Couronne, qui était très attendu. Et en plus, c'est les zones où elle a fait ses scores, la Grande Couronne. C'est l'immense déception de nous, mais aussi quand on discute en off avec eux, de beaucoup d'élus de droite de Grande Couronne, y compris des présidents de département, qui râlent en conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité parce que tout le boulot qu'on avait fait pendant la mandature à la région, pendant la mandature 2010-2015, notamment sous l'impulsion de Ghislaine Séné qui présidait la commission un peu sur ces sujets-là au STIF, qu'on appelle maintenant Île-de-France Mobilité, on a augmenté de 25% l'offre bus en Grande Couronne, ce qui est colossal. Ça n'avait jamais été fait, on y a mis des centaines de millions d'euros. Pécresse a réduit la voilure alors qu'elle annonçait 1000 lignes de bus supplémentaires. Enfin, de toute façon, c'est toujours c'est Madame Plus, quoi. C'est toujours plus. Et c'est un énorme échec. Ça a été pas vite du tout. Elle a complètement réduit la voilure là-dessus. Et elle a tout focalisé sur les nouvelles rames en fait, des transports lourds. Mais pour arriver jusqu'au transport lourd, dans bien des cas, il faut utiliser d'autres moyens de transport, et notamment des bus, pour aller jusqu'à une gare RER. Voilà. Et ça, elle ne l'a pas traité. Et en plus, ces 700 rames, on les attend toujours. Donc le problème, c'est que tout ça fait aujourd'hui un réseau qui est en grande difficulté, même dans sa partie dense, parce que c'est un réseau qui est extrêmement fréquenté, donc extrêmement utilisé, où on a eu une grosse augmentation de la fréquentation ces 10 ou 15 dernières années, sous l'impulsion justement de la baisse de la part modale qu'on a réussi, et donc il y a plus de gens dans les transports en commun, sauf que c'est une vraie course-poursuite en fait, une course de vitesse, et le réseau il perd vite en robustesse, c'est-à-dire que quand on ne change pas les rails, les caténaires, les aiguillages régulièrement, eh ben, on a un réseau qui baisse en qualité, et ça se paye immédiatement sur la régularité. Voilà. Et on a des rails cassés, des aiguillages qui ne fonctionnent pas, des postes électriques qui ne fonctionnent pas, des caténaires qui s'arrachent, et des incidents à répétition qui cassent en fait les capacités de régularité en fait, du réseau, et qui donnent un réseau où, je veux dire, c'est pas la peine de le décrire, tout le monde hélas le connaît, avec des RER en panne, des RER en retard, des trains supprimés. Voilà. Et donc ça c'est un vrai sujet. On a mis énormément d'argent et on a énormément bossé là-dessus, mais on part de très loin. Il ne faut pas oublier que le STIF n'a été décentralisé qu'à la moitié des années 2000. Donc après toutes les autres régions, l'Île-de-France a pu prendre en main en fait le transport. Ça fait en gros, ça fait même pas 15 ans. Et on a dû repartir de quasiment zéro en faisant des audits, l'État est parti en nous laissant rien. Et donc il a fallu repartir
acheter du matériel roulant, mettre en place une massification des travaux, mais on ne peut pas faire des travaux facilement et vite quand on est sur un réseau qu'on n'arrête pas. On ne peut pas arrêter une ligne de RER pendant 6 mois en disant on la remet à neuf, parce qu'on ne peut pas arrêter une ligne de RER pendant 6 mois. C'est impossible, ça ferait tomber en fait. Enfin, on a vu ce que ça donnait le confinement, quand les gens doivent aller bosser. On ne sait pas remplacer les RER d'une ligne de RER si on l'arrête. Donc les travaux se font la nuit, se font les week-ends, se font pendant les vacances, ce qui rend ça très lent. C'est excessivement cher et c'est techniquement très compliqué. Et on ne peut pas faire en même temps 3 lignes de RER, même l'été, quoi. Et donc du coup, on a une difficulté en fait à porter des choses rapidement et de façon visible pour les usagers. Ça, c'est un vrai sujet. Et tout ça, ça donne une utilisation de la voiture qui reste quand même encore forte, trop forte en Ile-de-France, et une qualité de l'air qui est, on va dire, catastrophique, mais qui est quand même en dessous des normes, clairement en dessous des normes européennes. Donc là, on est dans l'illégalité en fait par rapport aux normes européennes, et on a une constante augmentation des pathologies qui sont liées à ça, l'asthme, les bronchiolites, etc. Et une situation, et donc les surdécès. Enfin, on dit souvent, c'est plusieurs milliers, plus de 10 000 décès prématurés en Ile-de-France du fait de la qualité de l'air, de la mauvaise qualité de l'air. Et ça, c'est juste insoutenable. Voilà. Est-ce que la question de la rénovation des RER et du rail, est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas du tout une question de volonté politique derrière, c'est vraiment tellement technique et tellement mécanique et tellement long sur le long terme que finalement, est-ce que c'est dans le jeu politique ça? Ça ne devrait pas être dans le jeu politique. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent plaidé pour le fait qu'il y ait des questions sur lesquelles on arrête la polémique à la con, si on me permet l'expression. Parce que, très sincèrement, moi, personnellement, j'en ai marre des élections où à chaque fois on promet le miracle. La révolution des transports, le miracle dans les transports en commun en Ile-de-France, quand on voit l'ampleur du boulot qui est devant et les années qu'il va falloir pour le remettre à niveau, c'est mentir aux gens. Enfin, voilà, dire sous mon mandat, ça va être la fête. Déjà parce que des années de travaux, ça veut dire des années de galère. Et que si on passe pas par les années de travaux, on ne le remettra jamais à niveau. Et on ne le mettra jamais au niveau d'une région comme l'Île-de-France. Donc il faut forcément passer par des années de galère. C'est pas très vendeur en termes électoraux. Mais voilà, mais en même temps, moi je fais le pari qu'on peut parler aux gens en misant sur leur compréhension et leur intelligence. Ce que les gens ne supportent plus, c'est qu'on leur raconte des histoires. À tel point que quand on leur dit qu'on va faire un truc, et que le truc, on sait le faire, ils n'y croient pas tant qu'ils n'ont pas les travaux en bas de chez eux, vraiment, quoi. Alors là, ils râlent pour les travaux, et à la fin, effectivement, ils ont vu des tramways arriver, ils ont vu des prolongements de lignes de métro se faire. La ligne 11 du métro, pour laquelle on s'est battu comme des chiens pour obtenir les financements de ce prolongement de cette ligne 11, qui va aller quand même jusqu'à Rosny, quoi. Jusqu'à Rosny, donc qui sera une ligne de métro, qui sera la première ligne de métro, qui sera plus en banlieue que dans Paris. Et c'est pas n'importe laquelle, elle termine à Châtelet. Donc voilà, ça c'est des choses pour répondre à la question de est-ce que c'est juste une question de volonté politique, juste une question de financement, ou est-ce que c'est mort d'avance? Non, il faut la volonté politique. C'est-à-dire si on ne se bat pas contre SNCF et RATP qui n'ont pas toujours les mêmes priorités, et donc contre l'État, puisque RATP et SNCF, c'est l'État. C'est tutelle, 100% État. Si on ne se bat pas pour les financements, si on ne se bat pas pour obtenir les budgets et les sanctuariser sur ces questions-là, c'est même pas la peine. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir des équipes, parce que nous, on s'est rendu compte qu'on a obtenu les budgets que nous demandaient RATP et SNCF, et puis en fait, ils nous expliquent que les travaux, en fait, ça ne pourra pas commencer tout de suite parce qu'il manque d'équipes. Et et là on revient sur la volonté politique, parce que c'est aussi une question de priorité. C'est-à-dire que si on mettait moins d'équipes sur des projets qui n'ont aucun intérêt pour les franciliens, c'est aucun intérêt environnemental et aucun intérêt en termes de nombre de franciliens à qui on rend service, par exemple, type CDG Express, mais type aussi ligne 17 au-delà de Saint-Denis ou du Bourget. La ligne 17 pour traverser en fait le Val d'Oise ne servira pas les Valdoisiens. Ça, c'est vraiment une arnaque qu'on a fait. Voilà. Donc cette ligne 17
qui devait passer par le triangle de Gonesse, il n'y a plus Europa City. Donc en plus, elle n'a plus aucune justification, même du point de vue de ses promoteurs. Ça, c'est des milliards d'euros qu'on pourrait récupérer et des équipes qu'on pourrait récupérer pour faire autre chose. De la même manière, la ligne 18, qui est censée saccager le plateau de Saclay, pour desservir quelques milliers d'usagers. C'est-à-dire que même un tram n'est pas forcément justifié pour le nombre de voyageurs qui sont prévus sur cette ligne à partir de Massy-Palaiseau. Ça, c'est des choses pour lesquelles la volonté politique, le fait de tenir bon face à des barons, des notables locaux qui réclament leur gare dans leur ville, même si ça ne sert à rien et si on y gaspille des dizaines ou des centaines de millions, ça c'est de l'argent qui manque ensuite pour faire que toutes les lignes de bus de grande couronne soient cadencées au quart d'heure par exemple, au lieu de toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Là, ça demande pas énormément d'argent et ça peut se faire dans le temps d'un mandat. Donc après, c'est la question de où on met la priorité et qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, même nous les écolos, on a eu souvent on s'est beaucoup focalisé sur le transport lourd en disant il faut moderniser, rendre plus robuste le réseau tel qu'il est. Entre une nouvelle ligne de métro ou un prolongement de ligne de métro et 50 lignes de bus pour mailler le territoire, très sincèrement, je pense aujourd'hui, je disais peut-être pas ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment réfléchir plus petit, plus souple, plus adaptable, plus rapide. C'est-à-dire que c'est plus rapide de créer des lignes de bus que de passer 15 ans à faire un prolongement de ligne de métro sur la ligne 12. On en est à plus de 12 ans pour faire 2 stations supplémentaires. Voilà. Donc, et en radial. Et en radial, qui plus est. Voilà. Alors, il y a maintenant des tangentiels, voilà. Très sincèrement, le tramway, le bus, moi je pense beaucoup. Et puis, évidemment, les aménagements cyclables, qui sont quand même, tout le système vélo. Il y a un gisement, en fait, pour la grande majorité des déplacements en Île-de-France font moins de 3 km. Donc sont faisables à vélo mécanique. Et alors si on prend en plus la capacité que donne un vélo à assistance électrique, je veux dire, on est à plus des 2/3 des déplacements qui peuvent se faire de cette manière-là. C'est quoi le bilan de Pécresse sur le vélo? Elle a mis de l'argent. Clairement, elle a mis de l'argent. Mais il n'y a pas de vision en fait. Parce que chaque fois parce qu'à la fois elle dit je suis pour le vélo, mais elle défend les maires de droite qui disent pas de ça chez moi. Et on le voit là, ça a été la course à l'échalote pour faire des aménagements cyclables temporaires. J'en suis ravi, j'ai porté ce truc à bout de bras, il y en a eu partout. Où est-ce qu'on est en train de les défaire? C'est dans des endroits qui sont tenus par des maires de droite, qui sont souvent, des conseillers ou des conseillères régionales de la majorité de Pécresse. Je veux dire, à Noisy-le-Grand, en ce moment, la maire conseillère régionale Marcigny annonce qu'elle va probablement défaire les aménagements cyclables de transition qui ont été faits à Noisy-le-Grand. Bon, voilà, je veux dire. Et Pécresse, derrière, elle est sans arrêt dans l'ambivalence, dans le double discours. C'est-à-dire, quand elle parle aux associations cyclistes, elle dit le vélo, il n'y a rien de mieux, et je vais mettre 300 millions d'euros pour le RER vélo, dont on n'a pas vu le début du commencement de savoir d'où elle sortait ce budget. Mais en même temps, elle promet ça sur des années, alors qu'en mars 2021, elle ne sera plus là. Bon, donc, on espère qu'elle ne sera plus là. Mais elle fait tellement une sorte de politique après moi le déluge que par moment, on se demande si même elle se projette dans l'après-mars 2021. Moi, je pense que non. Mais voilà. Et donc, ces aménagements-là, elle dit je vais en faire plein et puis c'est moi qui vais faire, alors que la région n'est pas gestionnaire de voirie, donc ça passe par de l'aide en fait aux autres collectivités qui gèrent de la voirie. Et quand elle est face à au lobby automobile ou à des maires qui sont contre ces aménagements, elle leur dit qu'ils ont raison. Mais ça, c'est du Pécresse tout craché. C'est-à-dire, je dis un truc, je dis le contraire, j'écris un truc dans mon programme, je dis 6 mois plus tard le contraire et j'explique que c'était une coquille dans mon programme. Elle me l'a fait en direct en conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, en disant c'était une coquille dans notre programme.
à propos d'un truc qu'elle ne tenait pas. Je crois, je crois que c'était sur le prix du Navigo qui ne devait pas bouger. Et là, même ces élus de droite le regardaient d'un air de dire quand même c'est gonflé. Voilà, ça c'est Pécresse. Sur le Et nous, vélo, on parle, et je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que les politiques de transport, c'est pas des politiques faciles. Et on ne claquera pas, on ne réussira pas les trucs d'un claquement de doigts. Mais on a montré, c'est la première fois dans l'histoire que des comptages en fait de parts modales des différents types de transport que l'Île-de-France voit la voiture baisser. Depuis, c'est dans la dernière enquête globale transport, le GT, 2018-2019, et les premiers résultats montrent une baisse de 5% du trafic automobile, ce qui est énorme. C'est plus que ce qu'on avait mis comme objectif pour le plan de déplacement urbain révisé dans la mandature où on était aux affaires. C'est la première fois qu'il y a une inversion. C'est-à-dire qu'il y avait les parts modales baissaient un peu, etc. Mais le trafic automobile continuait à progresser. Là, il a baissé de 5%. C'est la première fois dans les comptages en France qu'on constate ça. Pourtant, elle a C'est investi lent. dans la bagnole. Ouais, mais Madame les Pécresse. Oui, c'est comptages, le résultat. en fait, ils sont le résultat de notre. Voilà, je suis pas sûr que ça n'ait pas remonté, notamment en Grande Couronne, parce qu'effectivement, son fameux plan anti-bouchon a été un investissement dans des voies autoroutières en parfaite illégalité. Et d'ailleurs, je pense qu'on va finir. J'espère qu'on aura le résultat d'un certain nombre de jugements, puisque des écolos ont attaqué en fait ces financements d'infrastructures routières, notamment en Grande Couronne. Et j'espère qu'on aura les jugements avant les élections. En tout cas, elle a clairement mis, voilà, elle a un discours très, je suis plus écolo que moi tu meurs. Dans la réalité de ce qu'elle a fait, elle a eu une politique de déconstruction en fait de ce qu'on a fait, et elle a engrangé les coûts partis, et notamment les commandes de matériel roulant, de trains et de bus qu'on avait engagés. Alors elle dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toutes les commandes de bus qu'elle a reçues jusqu'à l'an dernier, de bus et de trains, étaient des choses qu'on avait lancées, nous, dans la mandature précédente, où les écolos voilà, avaient quand même beaucoup la main. Bon, ça c'est les atouts, les difficultés. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait engager sur le long terme maintenant? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une inertie dans les faits, dans les Qu'est-ce que tu penses qu'il faut maintenant lancer sur le long terme pour vraiment travailler sur les priorités? On a vu que c'était un truc hyper important, mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà sur voilà, les aménagements qui porteront peut-être leurs fruits même dans 10 ans, mais je crois que c'est aussi le rôle des écolos d'être dans ce temps-là, quoi. Je peux pas faire comme ça là le Oui. programme Non, de moyen long terme, mais déjà il faut une vision à long terme. Ouais. C'est-à-dire, c'est très difficile quand on se présente pour un mandat de 5 ou 6 ans de dire, de se projeter à 10 ou 15 ans. Parce qu'y compris, il y a des mesures qui seraient plus populaires à faire dans l'immédiat pour se faire réélire au bout de 5 ans ou 6 ans, mais qui ne seraient pas bonnes en fait pour la suite. Et nous, je pense qu'on a engagé des choses en fait en pensant au long terme, et qu'on a peut-être perdu les élections aussi pour ça, parce qu'il y avait des travaux partout, parce qu'il y a des choses qui mettent du temps à faire. Voilà. Donc, l'avoir déjà, cette vision de long terme. Et je pense que ce qu'il faut faire pour ça, c'est se poser et remettre à plat toute une série de choses qui sont un peu comme si, enfin, qu'on ne discute plus. C'est-à-dire ce que je disais sur la primauté absolue pour les transports lourds, par exemple. Donc reposer la question des priorités. C'est quoi les projets prioritaires? Mettons de côté les grands projets imposés et inutiles. Ceux-là, on se battra contre, et si on reprend la région, on y mettra fin. Mais même dans les projets qui sont dans ce que pourraient porter les écolos sur des prolongements de lignes de métro, la création de lignes de tramway, etc., où c'est prioritaire de les faire? Quand c'est prioritaire de les faire? Et quel budget? Si on a un budget, est-ce qu'il vaut mieux le mettre sur du lourd, ou le même budget le mettre sur des aménagements cyclables et des bus multipliés par 10 ou 20? Ça, c'est une vraie discussion, et qu'il faut avoir, je pense, c'est l'autre aspect, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi avec les usagers, avec les gens. C'est-à-dire, ça ne peut pas être juste pendant la campagne, ça ne peut pas être juste le programme et puis derrière on le déroule. Je pense que c'est des choses qu'il faut revalider régulièrement
y compris par exemple quand quand on se mange un événement qui ne peut pas être prévu dans un programme, qui est 3 mois de confinement, les transports publics qui s'effondrent. Voilà, on est dans une situation qui est complètement nouvelle et qui est très incertaine. Et on ne sait pas si les transports en commun remonteront avant des années au niveau où ils étaient avant l'épidémie de Covid-19. Donc il faut remettre à plat et le faire avec les gens. Et il y a une méthode que moi je trouve les écolos prônent, mais surtout que les écolos pratiquent de plus en plus. Et moi j'ai été assez impressionné, y compris pendant qu'on était dans l'opposition, de notre capacité à porter de la proposition, y compris parfois à la faire voter par la droite, en s'appuyant sur le réseau associatif, les militants de terrain et les usagers. Quand c'est vraiment bien goupillé et que ces propositions, elles sont carrées, elles sont réalistes et elles sont pratiques et qu'on donne quasiment clé en main le truc, c'est très très compliqué ensuite de ne pas le mettre en place parce que les médias du coup portent le truc et que c'est porté sur le terrain et que c'est très compliqué même pour la droite de s'y opposer. Alors a fortiori si on est aux affaires, mais je pense que c'est une méthode qu'il faut comprendre. Je vais prendre un seul exemple. Truc qui paraît un peu technique mais dont je suis très fier parce que alors qu'on était dans l'opposition, on a réussi à le porter. J'ai réussi à le porter grâce à un gars qui s'appelle Claude Boulanger. Claude Boulanger, c'est un militant associatif historique sur les questions de personnes à mobilité réduite, de handicap. C'est une personne en fauteuil, écolo, qui était sur notre liste, qui n'a pas été élu en 2015 parce qu'on a perdu, mais et qui a continué à bosser avec nous pour nous alimenter en fait en permanence, en veille sur ce qui se faisait de bien ici et là, sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on pouvait proposer, et qui nous a notamment récemment proposé de porter à Île-de-France Mobilité le fait que dans tous les financements qu'on mettait pour les vélos assistance électrique, etc., on finance aussi le rajout d'une roue électrique sur un fauteuil roulant ou des mécanismes en fait, qui permettent à des personnes en situation de handicap d'améliorer énormément en fait, leur capacité à se déplacer de façon plus normale et en tout cas plus efficace. C'était assez technique, mais c'était vraiment, on avait chaque dispositif, etc. On l'a porté par amendement à Île-de-France Mobilité, grâce à lui. Hein. Vraiment, il nous a fait le travail de veille et de rédaction même. Pécresse était très emmerdée. Elle n'en voulait pas parce que ça venait de nous, mais 3 mois plus tard, elle l'a ressorti et elle a été obligée de reconnaître qu'en fait, c'était nos propositions qu'elle portait. Et l'Île-de-France est devenue la région, de ce point de vue-là, la plus en avance, probablement d'Europe, au dire même des associations de handicap. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec des militants associatifs et militants écolos qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité et qui ont des propositions concrètes et pratiques à faire, et des élus qui le rendent possible en fait dans l'institution. On a toujours dit un pied hors de l'institution, un pied dans l'institution. Parfois, ça marchait. Voilà. J'ai l'impression qu'on sait de mieux en mieux le faire. Et je pense que c'est une méthode qu'il faut absolument qu'on porte. Et je pense que programmatiquement, c'est important aussi de dire comment on va faire, quelle méthode on va utiliser. On ne peut pas tout prévoir dans un programme, on ne peut pas tout mettre dans un programme. Par contre, dire comment on fera au fur et à mesure en fonction de la situation et en fonction des besoins qu'on a pour améliorer la vie des franciliennes et des franciliens et faire que l'air est plus respirable et qu'on se déplace mieux et peut-être moins, parce que la question de la démobilité, c'est une vraie question dont on pourrait aussi parler pendant un bon bout de temps. Je pense que ça, en misant sur l'intelligence des gens et sur le fait qu'on a des centaines d'associations et des tas d'usagers qui sont prêts à s'impliquer, je pourrais raconter des tonnes d'exemples où en s'appuyant sur les usagers, on a réussi à trouver des solutions que même la SNCF ou la RATP pensaient complètement farfelues au départ et nous disent aujourd'hui que c'est les trucs qui ont fait gagner le plus de régularité sans dépenser 1 euro sur un certain nombre de lignes. Donc voilà, je pourrais être intarissable là-dessus. Je pense que cette idée de travailler avec une méthode en sachant que la situation est incertaine, qu'on ne peut pas promettre monts et merveilles aux gens, mais que par contre, dire qu'on va faire une priorité absolue de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des déplacements en Ile-de-France, je pense que ça, on a plein de solutions à continuer quelque part en mettant fin à la parenthèse Pécresse. J'ai quelques questions sur la tarification.
rapidement, hein, Mm. qu'est-ce que tu penses de la gratuité, des transports en commun et petit bilan aussi du pass unique et est-ce qu'on peut se passer de la pub? Voilà, en gros. Alors, sur les questions de tarification, ça va être un des débats majeurs, non seulement des élections, mais je pense même de la construction de notre programme. Moi, c'est une surprise pour personne, j'ai jamais été pour la gratuité totale des transports en commun. D'abord parce que les transports en commun, enfin je l'ai dit, ça va nécessiter dans les années qui viennent beaucoup d'argent toujours. Et que à moins qu'on m'explique comment on peut remplacer 4 milliards d'euros ou 3 milliards et demi d'euros de recettes voyageurs dans les transports en commun, en tout cas c'était le niveau que ça avait avant que ça commence à s'effondrer un peu. On ne sait pas remplacer ça et surtout ce n'est pas c'est pas les collectivités territoriales qui peuvent décider ça, puisque c'est la loi en fait qui peut changer ces financements. Donc promettre la gratuité à l'échelle de la région Île-de-France pour tout le monde me paraît promettre quelque chose qu'on ne sait pas tenir, et deux, prendre un gros risque en fait de vraiment là de stopper en fait toute avancée et toute amélioration en fait du système de transport qui a un besoin de modernisation et de développement, et tout ce qu'on disait. Et sur les bus, enfin, on n'achète pas des bus si on n'a pas de revenus, et a fortiori des bus non diesel qui coûtent un peu plus cher à l'achat. On ne développe pas le maillage du réseau de transport en commun, voilà, et on fait, enfin voilà. Et donc là-dessus, je pense que Je suis obligée d'arrêter parce que j'ai plus de batterie, donc il faut que j'aille